En manchette cette semaine, la pêche sur glace est ouverte à Masson-Angers, Radio Jeunesse recrute à Papineauville, Stéphane Lauzon inaugure ses nouveaux bureaux et les multiples causes des accidents sur l'autoroute 50. Bonne émission. Bienvenue à InfoMag. Une activité qui demeure toujours populaire en hiver est la pêche sur glace ou pêche blanche. Cette saison n'est pas plus en reste car elle a débuté plus tôt que prévu dès le 21 décembre. Nous avons rencontré Brian Nixon, propriétaire de Pêche Blanche Gatineau, pour nous parler d'une saison qui s'annonce des plus remplies. Il se dit agréablement surpris du début de saison hâtif. Oui, on était très surpris. Au mois de novembre, fin décembre, on commençait à faire nos tests de glace. On avait déjà une bonne épaisseur de glace. À l'entour de 15-18 décembre, on avait pas loin d'un 12 pouces de glace. On a attendu la météo, était de notre côté. On n'a pas eu trop de neige, donc il n'y avait aucun isolant sur la glace. Ça nous a permis le 21 décembre d'installer les cabanes, débuter l'installation. Ça a pris 2 jours, puis on est en opération depuis cette journée-là. L'aide gouvernementale a un impact positif sur l'achalandage. Selon M. Nixon, la population est au rendez-vous les dimanches lorsque le rabais s'applique. Plusieurs personnes s'initient à la pêche sur glace grâce à ce programme gouvernemental. On voit beaucoup de relèves, surtout avec les nouveaux forfaits que le gouvernement nous a offerts cette année. Forfait relève famille qui appelle, ça donne la possibilité aux gens d'avoir 50 % de rabais le dimanche sur les cabanes à pêche. Donc, les forfaits, exemple, une moyenne cabane, 5 lignes, 5 trous, 12 menées, au lieu de 81 $, ça revient à 40 et 50. Fait que pour une journée de pêche, là, le bois de chauffage inclus, tout inclus, c'est très raisonnable. Fait que oui, on voit des nouveaux visages à toutes les semaines. La pêche est bonne en cette période de l'année. Plusieurs types de poissons sont également disponibles dans la rivière des Outaouais. On écoute M. Nixon nous en faire la liste détaillée. En début de saison, oui, la pêche est excellente. La barbotte, là, cette année, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Perche chaude, beaucoup de marigane aussi, brochet, quelques dorés aussi. C'est pas mal les espèces qu'on va retrouver le plus souvent dans la baie. La nouvelle station de radio de Papineauville, MRC Jeunesse 96,3 FM, est en mode recrutement. Après un peu plus d'un mois d'opération, les ondes sont occupées par de nombreux nouveaux talents. Cependant, afin d'étoffer son équipe de Papineauville, Nathalie Bernard, la directrice générale de Radio Jeunesse, la station mère de Gatineau, tient à recruter le plus de jeunes de 10 à 17 ans possible afin d'offrir une programmation des plus variées. Nous l'avons rencontré au studio de Gatineau. On a vraiment le goût de dire, regarde, c'est le temps d'inviter toutes les jeunes de la MRC de Papineauville qui auraient le goût de vivre une expérience en radio, en montage, en production, tout ce qui touche le monde des médias, en fait, radiophoniques, de se joindre à nous. Alors, on est en période de recrutement. On aimerait ça avoir des jeunes entre 10 et 17 ans qui auraient le goût de se joindre à notre équipe. L'effort de recrutement n'est pas dirigé uniquement envers les jeunes. Afin d'encadrer ceux-ci, on souhaite que des adultes expérimentés viennent en aide à la station afin d'offrir des formations et du support autant au niveau technique qu'en animation. On lance un petit appel, un petit clin d'œil aux gens qui, peut-être dans le domaine, dans le milieu, aimeraient ça venir donner un coup de pouce, appuyer l'initiative de radio, appuyer les jeunes dans leur cheminement. Une session de formation aura lieu à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau le 1er février prochain. Radio Jeunesse offrira donc la chance de voir les studios et bien plus. On écoute Mme Bernard à ce sujet. C'est un événement qui va se passer le 1er février entre 9h et 10h le matin. Ça va être à l'école Louis-Joseph Papineau et on invite les jeunes à venir s'informer. D'abord, voir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, une petite visite du studio qui est installé là-bas, Studio Radio. Et par la suite, tout de suite après, s'ils ont le goût de rester, bien, ils peuvent passer la journée avec nous et on va vivre de la production, des enregistrements, des petites formations et ça va commencer là. Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-la-Petite-Nation, récemment réélu, inaugurait cette semaine ses nouveaux bureaux de Buckingham. C'est dans une salle de conférence bondée qu'a eu lieu ce changement important pour le député et son équipe. Nous lui avons demandé pourquoi ce changement s'imposait. On écoute Stéphane Lauzon.
Bien, on évolue. On évolue. On peut voir cette salle, la salle qu'on est ici présent, c'est une belle salle multifonctionnelle, avec une table de conférence. Dans le fond, c'est les bureaux des citoyens. On est ici pour mieux les servir, pour mieux les accueillir. On a plusieurs maires là, qui viennent nous rencontrer, des citoyens avec certains projets. Je pense que les lieux, on était un peu désuets avec la grandeur des lieux et puis pour répondre aux besoins des citoyens, en fait. L'invitation avait été lancée, mais M. Lauson ne se doutait pas de la réponse aussi forte qu'il a obtenue. Plusieurs maires de différentes villes étaient présents, ainsi que beaucoup de bénévoles de sa campagne. Bien, si je compare à l'ouverture de mes bureaux, j'ai fait la chute, qu'on était une quarantaine. J'ai dit, si j'en ai une 30-40 à Buckingham, bien, je vais être content, mais il y a plus de personnes qui sont venues. Il y a des gens qui ont commencé à passer cet après-midi. Quand on était en préparation, des gens venaient visiter nos bureaux, venaient nous rencontrer déjà. Et puis, écoute, je suis très heureux là, de la participation des maires, des citoyens, surtout des bénévoles. Parce qu'on profite aussi de l'occasion pour remercier les bénévoles qui ont venu m'aider là, pendant les 4 dernières années ou pendant la campagne. La facilité d'accès était très importante pour le député dans le choix de son emplacement. Le fait d'être au-dessus de la Caisse populaire lui confère un avantage stratégique car l'édifice se trouve au cœur de l'action de Buckingham, en plus d'offrir des commodités pratiques. On l'écoute. Oui, c'est important. Je suis au cœur, je suis à l'intersection, je suis collé sur la rue principale et puis je suis tout près des commerçants. Oui, ça a une importance, mais surtout qu'on est joint avec la Caisse populaire. Quand on dit aux gens on est à la Caisse populaire de Buckingham, tout le monde sait c'est où. Fait que c'est facile à reconnaître. Il y a du stationnement à l'arrière. C'est accessible. On a un élévateur et puis on est là pour donner un meilleur service aux citoyens. L'autoroute 50 a été de nouveau le théâtre d'un accident frontal le 22 janvier dernier à la hauteur du chemin Lépine. Il est encore trop tôt pour affirmer hors de tout doute la cause réelle de cet accident. Lors d'impacts frontaux, plusieurs vont penser à la thèse du geste volontaire. Cependant, lorsque les enquêtes dévoilent la cause réelle, on se rend compte du vaste éventail de possibilités. Nous avons donc rencontré l'agent d'information Marc Tessier de la Sûreté du Québec à ce sujet. Il nous parle ici de ce qui ressort des enquêtes. Non, c'est sûr que ce n'est pas la cause principale. Oui, il existe des collisions où il y a eu des gestes volontaires. Il y en a eu une l'été dernier où, après l'enquête, oui, on pouvait confirmer que c'est un geste volontaire, mais dans d'autres cas, non. Il faut rappeler que la cause principale d'une collision, c'est le comportement du conducteur. Peu importe la configuration de la route, où ce qu'on se trouve, peu importe le territoire, les gestes, les actions que les conducteurs vont prendre vont déterminer aussi s'il y a collision ou pas. Donc, on répète souvent le message que oui, le facteur numéro 1 au niveau d'une collision, c'est la vitesse. En deuxième lieu, c'est la conduite avec les capacités affaiblies, soit la drogue, l'alcool ou les deux. Et en troisième position, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'utilisation du cellulaire au volant. Donc, si les gens, on élimine ces facteurs-là, à ce moment-là, on diminue de beaucoup nos risques d'avoir une collision. Malgré les campagnes de prévention des différents corps de police, la témérité des gens sur l'autoroute 50 demeure. C'est pourquoi la Sûreté du Québec est de plus en plus présente dans des opérations ciblées. Les données recueillies servent à analyser les besoins. L'agent Tessier nous rappelle quelques opérations qui ont porté fruit. Il y en a qui vont continuer à être téméraires. C'est pour ça qu'on fait plusieurs opérations. On va faire, je donne l'exemple qu'on a fait durant l'été passé, où pendant plusieurs mois, il y avait plusieurs opérations. Nos policiers motards, l'avion est venu faire des opérations avec nous. En 2 mois, il y a 400 constats d'infraction pour la vitesse qui avait été émise. Donc oui, il va toujours avoir ces gens-là. Donc c'est pour ça que, l'important du message de prévention est toujours là. Et puis nous, on est là pour les gens qui ne veulent pas comprendre le message. C'est sûr que lorsqu'on se fait intercepter par un policier puis on reçoit une amende assez salée, ça va peut-être aider aussi à faire passer le message. Les différents corps de police présents dans la région partagent beaucoup d'informations et organisent aussi plusieurs opérations conjointes. Voici comment s'y prennent les différents services pour travailler de pair. C'est sûr qu'il y a toujours une très bonne collaboration avec les policiers de Gatineau ou même les MRC de Colline. Et je donne l'exemple durant le temps des fêtes où on fait plusieurs opérations en matière de barrage routier pour contrôler l'alcool au volant. On va en faire avec eux à des endroits stratégiques où nous, on va être près de l'autoroute 50. Eux vont être sur un viaduc, mettons, au chemin Lépine, pour que les gens voient qu'il y a des policiers un peu partout, puis ils sentent là, que tout le monde nous surveille en même temps. Donc, on fait régulièrement des opérations de ce genre avec nos partenaires. Puis, c'est pas une exception de communiquer entre nous parce que chaque service, on s'est réunis ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire des opérations ensemble. Puis on le fait même aussi avec les policiers d'Ottawa pour l'autoroute 5, dans le fond. Fait que oui, il y a une très bonne collaboration avec tous les services de police autour qui nous concernent, soit la MRC des Collines et la police de Gatineau.
La campagne Une bouchée pour l'égalité qui s'est tenue du 25 novembre au 6 décembre dernier aura finalement amassé un total de plus de 2 450 $ grâce aux contributions des restauratrices et de la députée provinciale de Hull, Maryse Gaudreault. Une délégation de l'Outaouais pourra participer à la Marche mondiale des femmes qui aura lieu le 17 octobre prochain. Ces fonds serviront également à organiser une activité locale. C'était les nouvelles. Après la pause, on passe en entrevue avec le conseiller du secteur Masson-Angers, Marc Carrière. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. La Ville de Gatineau a imposé cette semaine un nouveau règlement concernant les bâtiments verts et il y a eu de l'opposition, notamment de la part de notre invité, M. Marc Carrière. M. Marc Carrière, bonjour. Salut, ça va bien? Et ça va très bien. Vous vous êtes opposé assez vivement cette semaine lors du conseil municipal concernant les bâtiments verts, le nouveau règlement qui s'applique. C'est un règlement qui, notamment, a beaucoup de dispositions, notamment pour les immeubles de grande surface, de créer des toits verts, d'installer dans les stationnements de plus de 20 places des bornes de recharge électrique. Mais pourquoi vous vous opposez à ce projet-là? En fait, il n'y a pas personne qui peut être contre la vertu. Là. Je veux dire, l'idée n'est pas mauvaise. Puis, en raison des changements climatiques, je pense qu'il n'y a personne qui est contre la vertu. Sauf qu'en même temps, il y a de l'adaptation à apporter. En fait, c'est ce qui me fait être dans l'opposition pour ce projet de résolution-là. Le règlement de concordance, en lien avec le schéma d'aménagement. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à la Ville, en 2015, on a adopté le schéma de couverture, le schéma d'aménagement en lien avec les lois provinciales. Donc, là, on arrive avec les règlements qui encadrent, en fait, le schéma d'aménagement. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a proposé, en fait, en lien avec les édifices verts, des modifications où est-ce qu'on n'a pas l'expertise présentement dans la région. Oui, ça se fait ailleurs, Toronto, entre autres, mais maintenant, les développeurs, puis la quantité de courriels qu'on a eu, puis les gens qui étaient présents aussi, qui ont pris dans l'industrie de la construction, qui ont pris le micro, ont vivement exprimé le fait qu'il n'y avait pas d'expertise, qu'il n'y avait pas le temps de réagir, puis en même temps, les coûts qui étaient reliés à ça. Je veux dire, si on a un édifice ou une maison, ou peu importe qu'elle soit commerciale ou une résidence ordinaire, c'est quoi sa valeur ajoutée à ça? Est-ce qu'on a un marché pour ça? Moi, ce qui m'inquiétait là-dedans, à la base, c'était bien sûr l'exode, où les gens... qu'on se retrouve avec des gens qui vont s'installer ailleurs qu'à Gatineau. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus avantageux de s'asseoir avec les MRC avoisinantes pour faire un projet régional. Puis là, bien, au fur et à mesure que ça avançait. Sauf que dans la journée, il est arrivé quelque chose, puis tout le monde en a parlé, puis c'est pas un secret, même si c'est fait à huis clos. Là, il y a eu une proposition, mais c'était une note qui était inscrite au procès-verbal de la rencontre du projet à huis clos, de la rencontre à huis clos. Par contre, une municipalité, nous, au conseil, on parle par voie de résolution, donc une simple note. Puis là, j'ai bien compris que les gens qui proposaient ou qui en ont fait beaucoup la promotion, puis je vous dis, là, je ne suis pas contre du tout, là. Ma conscience environnementale, ma conscience écologique fait en sorte qu'on est rendu à cette étape-là. Mais par contre, il fallait juste s'assurer que les gens qui travaillent sur le terrain soient capables de suivre.
Mais on a bien compris qu'ils ne sont pas outillés pour être capables de faire face à ça. Moi, j'ai peur qu'il y ait de l'étalement urbain, qu'on se retrouve avec des gens ou des commerces qui s'installent ailleurs qu'à Gatineau. Donc, c'est des taxes de moins qu'on peut percevoir. Puis en même temps, ces gens-là utilisent même nos infrastructures. Donc, pour moi, là, il y a un déséquilibre. Puis, oui, j'ai une inquiétude sur la valeur des maisons. Maintenant, pendant la journée, c'est surtout en soirée que ma tête s'est faite. Là, c'est vraiment lors du conseil. C'est la qualité d'échange qu'il y a eu entre les gens de l'industrie de la construction qui prenaient le micro, puis les réponses, entre autres, que le plus grand magistrat de la ville, le maire, pouvait donner, c'est-à-dire, c'est ça ou rien du tout. Pendant que la note qu'on avait au procès-verbal, qui s'est donnée au courant de la journée, était qu'on va se permettre une période de grâce pour aller échanger avec ces gens-là. Puis si, par voie omnibus, on est capable d'apporter quelques modifications à la réglementation, on va le faire. Tandis que là, en soirée, c'était radical, c'était ça, rien du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis opposé de façon aussi vive. C'est vraiment dans l'échange qu'il y a eu entre le plus haut magistrat de la ville, puis les gens avec qui on était censé d'échanger jusqu'au 30 avril. Donc, on pouvait clairement comprendre là, qu'il n'y en avait plus de discussion. La tête était faite. Puis c'était comme ça que ça se passait. Mais moi, je pense que c'est pas comme ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un dialogue, mais non, on pouvait très bien comprendre que c'était un monologue du maire avec Maud Marquis-Bissonnette. Donc, pour moi, je ne pouvais pas accepter qu'on traite nos citoyens, qu'ils soient corporatifs ou peu importe qui, de cette façon-là. Mais pourquoi maintenant et non pas dans 3 mois, le 30 avril, par exemple? Pourquoi c'était important pour le maire de l'entériner maintenant, ça, c'est pas à moi, il faut poser la question, là, mais en même temps, moi aussi, là, avec le nombre de courriels qu'on a reçus dans ce sens-là par les gens de l'industrie, moi, je pense qu'on aurait pu le faire. En 2015, on avait, puis il faut comprendre, en 2015, on a adopté notre schéma d'aménagement. Dans la loi, on prévoit 2 ans pour arriver avec la concordance, donc le règlement qu'on a adopté. Donc, on avait jusqu'en 2017. En 2017, on a demandé une extension qui nous emmène jusqu'au mois d'octobre, je pense, 2019. Mais on a 2020, en fait, mais là, on vient d'adopter là. Et puis, vous avez soulevé que ça pouvait coûter des centaines de milliers de dollars à la Ville de Gatineau. On en a parlé avec les taxes, avec on n'est pas capable d'évaluer. C'était des questions que j'ai posées. C'est la valeur comme telle, que ce soit un commerce, 2000 mètres carrés, un édifice de 2000 mètres carrés, on exige un toit en végétation. C'est sûr qu'au niveau incendie, c'est des normes qui viennent de changer. Alors, si on parle de juste la structure comme telle, on ne parle pas d'une toiture traditionnelle, donc c'est du poids additionnel, donc c'est la structure comme telle qui est modifiée. On n'est pas capable de l'évaluer parce qu'on n'a pas l'expertise, justement. Donc, on n'est pas capable d'évaluer les valeurs. Puis en même temps, oui, c'est des taxes qu'on pourrait éventuellement perdre si on parle d'exode, si on parle d'étalement urbain, des gens qui pourraient aller s'installer ailleurs qu'à Gatineau. Et puis parlant d'expertise, il y a même d'ailleurs quelqu'un qui est monté au micro pour dire « Nous n'avons pas l'expertise en Outaouais. Cette expertise-là se trouve à Montréal et en quantité relativement insuffisante, selon les dires de l'homme qui a pris la parole. » Donc, comment on peut proposer quelque chose comme ça sans avoir fait l'évaluation avant de savoir si on est capable d'avoir les services? C'est peut-être la raison principale pourquoi que je me suis opposé à cette réglementation, à ce projet de résolution-là. C'est la concordance, c'est en plein ça. On n'a pas l'expertise, puis on ne sait pas combien ça va coûter. De plus, une personne qui veut se lancer en affaires, qui s'en va dans un édifice commercial, 2000 mètres carrés, puis il va avoir un espace locatif, combien est-ce que la personne va aller louer pour se lancer en affaires va lui coûter? On n'est pas capable de le dire aujourd'hui, tandis qu'avec de la construction plus traditionnelle, on est capable d'évaluer, savoir la valeur au mètre carré, combien ça vaut. Donc, merci beaucoup, M. Carrière, et puis on vous suit dans vos innombrables... On peut vous voir sur Facebook, on peut vous voir, vous êtes très présent sur les médias sociaux et aussi au conseil de ville. Et puis, bien, on va se revoir pour parler de maçon-manger un peu plus au courant de l'année. J'attends l'invitation. Merci. Et nous, on passe directement à la chronique sport avec notre chroniqueur. Et pour la première fois cette année, on retrouve notre chroniqueur sport, François Croteau. Bonjour, François. Bonjour, Sylvain. Alors, après une petite pause cet automne, oui, on vient en force avec le sport. Et
quoi de mieux que de parler de hockey en cette saison d'hiver? On parle des Olympiques de Gatineau qui ont fait tout un revirement avant les fêtes et ça a porté fruit. Oui, ça a porté fruit. Il faut dire que ça a commencé cet automne. Si on se souvient, c'est le journal Le Droit, je pense que c'est au mois de novembre, qui avait rapporté les commentaires de Gilles Courteau au sujet de l'équipe, parce qu'on sait que ça commençait à aller vraiment mal de ce côté-là. Il avait mentionné, entre autres, puis ça c'est presque une phrase assassine, qu'il faut avoir les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Alors, à partir d'une affirmation comme ça du commissaire de la Ligue, bien, ça a entraîné là, ce qu'on a pu lire et vivre à travers les journaux. Alain Cyr a quitté, il y en a d'autres qui ont quitté aussi. Martin Paquette, si je me trompe pas. Oui, et puis le président aussi du conseil d'administration. Il faut dire que c'est extrêmement difficile de mêler l'administratif avec l'exécutif. Et comme M. Cyr faisait les deux, bien, je pense que là, il y avait quelque part quelques petits conflits. Et parler que les changements ont été bénéfiques, bien, l'équipe a remporté 8 de ses 10 derniers matchs. Et maintenant, les Olympiques luttent pour une place en série. Ça va se jouer avec Victoriaville et Québec pour savoir qui va se mériter la dernière place accessible pour faire partie des séries. On sait qu'il y a 16 équipes sur 18 qui le font. Alors, tant mieux, la fin de saison sera excellente. Et il faut aussi mentionner que Norman McMillan, qui est bien connu ici pour s'être occupé du hockey, est retourné comme gouverneur. Il avait déjà occupé cette fonction-là dans les années 2013 à 2015, je crois. Et on sait que Norm a été longtemps impliqué au niveau du hockey. C'est un ancien joueur de toute façon. Alors, je pense que les Olympiques sont réellement sur la bonne voie. Puis on verra d'ici la fin de l'année. Puis il faut voir qu'ils ont beaucoup de choix de première ronde aussi au prochain repêchage. Donc, je pense que l'avenir est prometteur de ce côté-là. Oui, ça s'annonce bien de toute façon. Oui, effectivement. On continue avec le hockey, avec les Flames de Gatineau, qui, eux aussi, bataillent pour une place en série. Oui, on bataille pour une place en série. Les Flames, c'est quand même une saison difficile encore parce que, justement, il ne reste que 10 parties à jouer et ils ont un retard de 6 points sur Chambly. Parce qu'il faut comprendre que même s'il y a 2 divisions, au niveau des séries, on exclut les divisions et on place les équipes de 1 à 8 selon les points accumulés pendant la saison. Donc, c'est pour ça que je parle qu'ils doivent devancer Chambly au classement. Et il y a également aussi Montréal-Est qui est devant eux dans leur division. Alors, il reste 10 parties à jouer. La commande est grande, mais ne sait-on jamais. Oui, peut-être qu'ils vont prendre modèle sur les Olympiques, justement. Les autres aussi veulent se battre pour une place en série, évidemment. Effectivement. On parle maintenant de tennis avec Mélodie Collard, qui se trouve aux internationaux juniors d'Australie, qui fait très bien d'ailleurs. Oui, effectivement. Et il faut mentionner Mélodie Collard, on l'a suivi ici à la TVC depuis ses débuts dans le Challenger de Gatineau. Je reviens sur son année 2019. Ça a été rempli de première et de deuxième position dans à peu près tous les tournois qu'elle a participé. Il faut mentionner aussi une deuxième place en double au US Open, justement, à l'automne dernier. Alors, comme on l'a dit, elle participe présentement aux internationaux juniors d'Australie et c'est sûrement la prochaine Canadienne qui va joindre le circuit professionnel, comme les Shapovalov, Andreescu, etc. On lui souhaite la meilleure des chances et pas de blessure. Et pas de blessure, oui. On sait qu'elle a été ennuyée un peu par une blessure au poignet. Effectivement. On parle des subventions gouvernementales dans le sport. Il y a une réflexion qui s'impose? Oui, je pense que oui. Et ça vient justement de l'article qui est sorti dans le droit concernant le déficit du Festival des Montgolfières de Gatineau. Vous allez me dire, le culturel, c'est pas la même chose que le sportif. Oui, mais c'est la même chose dans le fond. C'est subventionné. Juste pour mettre ça en lumière, regardez le Centre Vidéotron à Québec. Il a été subventionné par le gouvernement, pas entièrement, mais là, il est là. Oui. Il reste là, il est vide. Bien, il y a les Remparts qui jouent là, mais il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale. Et je vous dis, il n'y en aura pas tant que Gary Bettman va être commissaire de la Ligue nationale. Je ne pense pas qu'il voit Québec dans sa soupe. Alors, il faut s'interroger, quel est le rôle de l'État, justement, dans la subvention? Est-ce qu'on subventionne les sports d'élite, les sports professionnels, les sports de masse, ou tout le monde ensemble? Et c'est là qu'on voit des fois, avec les tractations qu'il peut y avoir, ça crée des problèmes. Là. On sait que du côté culturel, les gens ici de la région ne sont pas totalement contents. Puis souvent, malheureusement, ce qui permet d'aller décrocher des subventions, c'est les fameuses retombées économiques. Mais ça, il faut faire attention à ça. Je vais te donner un exemple.
Si moi, je décide d'aller passer une fin de semaine à Montréal, puis d'aller voir le Canadien jouer, je vais dépenser peut-être 500 $. Du côté de Montréal, ils disent « Ah, tu vois, ça a apporté 500 $ là, de retombées économiques, mais c'est pas vrai parce que si on le prend au niveau du Québec, c'est pas de l'argent neuf. Moi, j'avais mon 500$, j'ai décidé d'aller le dépenser à Montréal. La retombée économique qu'il faudra avoir dans le sport, pas subventionné, c'est de la nouvelle argent qui rentre. Exemple, quand le Canadien joue contre Boston, combien il y a de gens de Boston qui se déplacent pour venir voir le match à Montréal? Ces gens-là, ça, c'est de la retombée économique. Pas le monsieur qui vient du Lac-Saint-Jean, c'est de l'argent qui est au Québec, c'est pas de la nouvelle argent, c'est comme un transfert d'argent d'un compte à l'autre. Alors, je pense qu'il y a une réflexion sérieuse. Puis là, on regarde ici du côté de Gatineau, bien, le Challenger, il n'y en aura plus. Effectivement. Hein? Puis ça a été un tremplin, justement. Il y a André Escou est passé ici, Chapovalov, OGL et Yassim. C'est dommage. Le Grand Prix cycliste de Gatineau non plus, ça tombe à l'eau. Fait que je pense qu'il y a une réflexion à faire. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre sport pour les jeunes et puis aussi pour peut-être aussi les professionnels ou les semi-professionnels. Maintenant, aussi une autre réflexion, le Super Bowl. Ouais. Je me demande s'il est vraiment encore rendu un match de championnat. Ah, la raison, oui, effectivement, c'est supposé être les deux meilleures équipes. Sauf que depuis quelques années, si on regarde le déroulement même de la partie, il y a des pauses publicitaires interminables. Le spectacle de la mi-temps a été agrandi. Ça a un impact direct sur le déroulement de la partie. Parce que vous imaginez une équipe qui a le momentum, qui arrive à la ligne de 20, ils perdent 7-0, puis là, il y a une pause commerciale de 2 minutes. La défensive a le temps là, de se réajuster, puis peut-être qu'il... De reprendre son souffle. Oui, tandis que dans la saison, bien, les pauses commerciales, c'est peut-être 1 minute. Alors moi, je pense que c'est rendu maintenant, c'est une fête mondiale, c'est un happening, puis ils n'ont pas le choix de faire ça de même. Je regardais le prix des billets, le moins cher à Miami, ça va être 4 500 $ US. US. Oh. Fait qu'il faut que ce soit un show, il faut intéresser les spectateurs, les téléspectateurs, mais moi, je pense que, dans le fond, c'est la partie elle-même qui en souffre, puis, naturellement, bien, c'est les dollars publicitaires qui mènent, fait qu'ils n'ont pas le choix d'y aller comme ça. Et rapidement, c'est le début du bal de neige. Oui, du 31 janvier prochain au 17 février, le domaine de Flocon du côté là, du secteur A, il va y avoir des glissades encore, les sculptures, initiation au ski. Activité un peu où il va falloir débourser, il y a une tyrolienne. Et bonne nouvelle pour les organisateurs, la température devrait être au rendez-vous. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, François. Dans 2 semaines. Oui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là pour un autre InfoMag.